Chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission pour parler du livre, bien évidemment. Et aujourd'hui, nous poserons nos bagages au Sine avec ce titre « Les Sérères du Sine, du 11e siècle au 20e siècle » de Pape Coly Faye. Alors, du Cosaan tékourourien à la guelwarisation des institutions. Donc, vous aurez sans doute compris qu'on va parler de l'organisation de l'ethnie sérère de manière générale. Et nous avons l'honneur de recevoir l'auteur, Pape Coly Faye. Bonjour, Pape Coly Faye, et bienvenue dans 4e de couverture. Bonjour, je vous remercie de m'accueillir ici, de me recevoir. C'est nous qui vous remercions. Alors, Pape Coly Faye, vous êtes chef d'entreprise dans le secteur de l'informatique et de l'audiovisuel. Et vous êtes titulaire d'un diplôme de 3e cycle en physique d'abord, puis en informatique. Et maintenant, on parle de socio-anthropologie. Et donc, vous couronnez ce diplôme-là avec ce mémoire qui parle de l'organisation sérère. Donc, je tenais aussi à vous dire que c'est un extrait de sa thèse qui parle ici de l'organisation de la société sérère. Tout à fait. Et donc, en lisant la 4e de couverture, on découvre que c'est surtout une déconstruction qu'on va voir des idées qu'on a toujours reçues. Et moi, je peux témoigner de cela. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc, pour commencer l'émission, je voudrais vous poser la question qui est la suivante. Comment s'est formée réellement cette société sérère, la formation? C'est très intéressant comme question. Au début, effectivement, moi qui suis de père sérère, je ne connaissais pas forcément l'histoire, mais en entendant mes parents, quand je retournais dans le Sine, ils me parlaient beaucoup de l'histoire du Sine, des Guelewar, du Cosaan. Oui. Et dans ma volonté de faire une thèse sur la polygamie, je me suis dit, mais pourquoi, avec tout ce que j'ai entendu sur les Sérères, une civilisation millénaire, quand je lisais les œuvres de Senghor, de tous ces grands écrivains qui ont parlé de l'histoire des peuples négro-africains, Cheikh Anta Diop, etc., je me suis dit, mais pourquoi pas chez les Sérères, qui est une partie de moi que je ne connaissais pas. Exactement. Alors je suis parti les chercher, je suis parti rechercher leur origine et j'ai vu qu'elle était très, très, très complexe. Et si je dois vous résumer cette histoire, les Sérères actuels ont été formés à partir de 2 composantes essentielles. C'est pour ça que le titre, c'est le Cosaan tékourourien, c'est-à-dire les premières origines, c'est du Tekrour. Oui. Donc, comme vous savez, le Tekrour, c'est au nord du Sénégal. Il y avait toutes les populations, on va dire, négro-africaines, en tout cas du Sénégal, qui vivaient dans les Tekrour. Jusqu'au XIe siècle, il y a eu l'arrivée des Almoravides. Ces Almoravides qui étaient, on va dire, les guerriers morts qui occupaient le Maghreb. Donc, ils sont venus islamiser les populations. Exactement. Et il y a eu beaucoup d'ethnies, parmi lesquelles les Sérères, qui vivaient là-bas, qui ont décidé de résister à cette islamisation. Donc, ils n'ont jamais voulu accepter parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient leur religion, qu'ils avaient leurs valeurs. Et ils sont partis, d'accord? Ils sont partis de Tekrour, d'accord? Ils ont commencé, ils sont arrivés vers le Bawol, le Jolof, le Kayor, et jusqu'au Sine. Et à travers cette pérégrination, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais on le verra plus tard. Et ils sont arrivés au Sine, ils ont commencé à faire les lamanas. À partir du XIVe siècle, il y a les Guelewar, les Nyanko, venus de Gabou, qui sont venus et qui se sont mélangés avec eux pour former la société du Sine, les Sérères du Sine, les Sérères comme on les connaît maintenant. Et à partir de ce XIVe siècle, il y a eu un empire, il y a un royaume plutôt, qui a duré du XIVe au XXe siècle avec toutes les richesses culturelles, politiques, économiques, sociales, économiques que nous verrons et religieuses d'ailleurs, que nous pourrons voir. Donc c'est un mélange, c'est un métissage à la fois biologique et culturel entre les Sérères Cosaan venus de Tekrour et les Guelewar, les Nyanko venus de Gabou pour former cette ethnie. Maintenant, avant l'arrivée des Guelewar venus de Gabou et tout, on avait une organisation que vous
que vous essayez de montrer assez égalitaire avec les Lamana. Comment ça se passait que eux, ils étaient ceux qui donnaient la terre, mais qu'il n'y avait pas une hiérarchisation où on pouvait dire que l'autre était supérieur à l'autre et tout, par rapport au fait qu'ils avaient la terre et tout? Ça, c'est une excellente question parce qu'il y a beaucoup de sociétés africaines, contrairement à ce que l'on dit, qui étaient dès le départ égalitaires. Et comment se sont constitués les Lamana? D'accord? Et c'est ça qui est intéressant à voir. Quand ils sont arrivés, c'était par groupe de familles ou de clans. Au maximum, c'était des clans. D'accord. Donc, quand ils arrivaient quelque part dans le Sine, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils, on va dire, mettaient le feu quelque part pour constituer leur habitation. Et là où s'arrêtait le feu, c'est ce qu'on appelait c'était leur domaine. D'accord. D'où le premier droit, qui était ce qu'on appelle le Oya Lank, c'est-à-dire le droit matrilinéaire, c'est-à-dire le droit de feu. C'est le droit de feu qui donnait le domaine. Et à partir de là, et ça se transmettait de façon utérine, par la mère. Par la mère. Ensuite, il y avait ceux qui débrousaillaient, le bruit, et ça, c'est le droit de hache. Et ça se transmettait de façon patrilinéaire. C'est pour ça qu'il y a cette bilinéarité dans la société sérère qui était très égalitaire. Dans une société où il y avait cette autosuffisance, d'accord, parce que les gens produisaient pour vivre. On avait, comme je dis dans le livre, il y a quasiment une bijection, une relation bijective dans la production et la consommation. On produisait, et, voilà. Et donc on n'avait pas besoin d'aller exploiter quelqu'un d'autre. Ce qui faisait que c'était une société extrêmement égalitaire. On n'avait pas besoin de soumettre quelqu'un d'autre, que ce soit la femme, voilà, de façon purement culturelle, économique et sociale. Et il n'y avait aucune justification d'une hiérarchisation. C'est pour ça qu'il y avait ces lamana. Et même les lamans, les propriétaires terriens, n'avaient pas, malgré le fait qu'ils avaient les terres, d'accord, malgré le fait qu'ils avaient un certain pouvoir économique, n'avaient aucune préséance sur les autres qui travaillaient la terre. Et c'est pour ça qu'il n'y avait même pas de caste avant chez les Sérères. Il n'y avait pas de caste du tout. Il y avait juste voilà, de petits artisans, mais des artisans, les artisans, les gros artisans, la grande masse d'artisans est arrivée avec les Guelewar. Donc, on comprend aisément que c'est à partir des Guelewar qu'on va commencer à avoir une autre organisation de la société. Mais ces Guelewar-là ont utilisé ce que vous appelez le matriclan. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu par rapport à cela? Parce que quand on prend le fait que c'était l'oncle, par rapport à l'oncle, je vais donner un exemple plus simple, l'oncle il est roi, et donc ce sont les enfants de la sœur qui pouvaient au fait prétendre au trône. Et pendant ce temps, ses fils, est-ce qu'ils héritaient? Ils héritaient de quoi, eux? Ah, c'est encore... Et vous savez, là où vous venez de toucher du doigt quelque chose d'extrêmement important. Oui. Chez les Sérères. Et je vais quand même vous faire un petit historique, d'accord, de l'installation du pouvoir Guelewar, pour que vous compreniez l'histoire de ce matrique-là. Parce que donc, les Sérères, déjà au départ, ils étaient très orientés vers l'élément féminin. Donc cette fameuse, on va dire, valence différenciée des sexes dont parle Françoise Héritier est à interroger dans la société sérère, d'accord? Parce qu'il y avait vraiment une égalité entre les sexes. Égalité où il n'y avait même pas une notion d'égalité ou de supériorité, ça n'existait pas, ça ne passait même pas par là, d'accord? Et donc l'essentiel des richesses de Sérère, les lamans d'abord, c'était la terre, et ça se transmettait de façon matrilinéaire. Maintenant, les Guelewar sont arrivés de Gabou, avec d'abord Maïssa Walidion. Maïssa Walidion, quand il est arrivé, ils étaient minoritaires chez les Sérères. Eux, ils sont venus du Gabou avec des notions d'État. Ils connaissaient l'État, d'accord? Il a été accepté chez les Sérères. Certains disent, mais je pense que c'est, en tout cas, historiquement, ça ne semble pas être plausible qu'il s'est imposé, mais en tout cas, il a été accepté par les Sérères, voilà. Et il est venu avec sa troupe, parmi lesquels donc ses nièces, ses neveux, etc. Quand il est passé roi, parce qu'il est arrivé par Bissel, il est resté assez longtemps avant de devenir roi. Une fois qu'il est devenu roi du Sine, donc c'était un tout petit roi, hein, c'était plutôt un chef qu'un roi. D'accord. Donc il a poussé ses accompagnateurs, sa famille, à se sérériser. C'est ce que j'appelle moi la sérérisation des Guelewar. Ils se sont sérérisés par quoi? Par le mariage. Donc ils se sont mariés
Et avec là, la population locale, surtout avec les lamans, d'accord, pour se confondre et devenir plus sérères, aussi sérères que les sérères d'origine. Et la première histoire, c'est qui le premier mariage le plus, on va dire, plus important. Avec sa nièce. Oui, voilà, il a pris sa nièce, Tening Diom, qui a donné en mariage à Bokar Djilar Faye. Bokar Djilar Faye et Tening Diom ont eu des enfants. Le premier, c'était donc Tassé Faye. Le deuxième, c'est Wagan Tening Diom. Parce que chez les Sérères, effectivement, on avait toujours le prénom aussi de la mère, ce qui permettait de remonter à la lignée maternelle et à la lignée paternelle. D'accord. Et à la mort de Maïssa Wali, c'est Tassé Faye qui était le plus âgé, d'accord. Et d'abord, Maïssa Wali ayant compris qu'eux, ils étaient minoritaires, et aussi ils étaient des Nyanko, donc en étant Nyanko eux-mêmes, ça veut dire qu'ils avaient une préséance de la matrilinéarité. Il a dit, bon, voilà, le pouvoir, puisque vous êtes déjà sur cette tendance de matrilinéarité, nous sommes avec des matrilinéaires. Voilà. Donc le pouvoir, pour être Guelewar, parce que pour être Nyanko, on l'avait aussi par la mère, par le sang. Le sang se transmettait par la mère. Et comme chez les Sérères aussi, le sang se transmettait par la mère. Il dit donc, pour être roi, il fallait être de sang Guelewar. Et un Guelewar, on n'est Guelewar que par la mère. On peut avoir un père Guelewar, mais on n'est jamais Guelewar, on est Guelewar que par la mère. Ce qui veut dire d'ailleurs que quand Tening Diom étant elle-même Guelewaresse, j'appelle ça Guelewaresse, ses enfants étaient aussi Guelewar. Guelewar. Donc d'où Tassé Faye a hérité. Et sauf que Tassé Faye, le jour de son intronisation, il a été, d'après la légende, piqué par un serpent et il est mort. Et c'est Wagan qui est devenu, Wagan Tening Diom Faye, qui est devenu le premier roi du Sine. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, Wagan, lui-même, n'avait pas, parce que chez les Sérères aussi, il y avait ce qu'on appelle l'exogamie lignagère. L'exogamie lignagère, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se marier dans le même team, dans le même matriclan. D'accord. Donc, un Guelewar ne pouvait pas se marier avec une Guelewaresse. On prenait l'endogamie donc. Sauf pour le roi, comme chez les Égyptiens. Le pharaon pouvait se marier avec sa sœur, avec sa fille, etc. Et chez les Sérères, seul le roi, et d'ailleurs le dernier roi Mayakor, avait épousé une Guelewaresse. Il était l'un des rares rois à avoir épousé une Guelewaresse, donc quelqu'un du même team. Donc, Wagan Tening Diom, il avait des enfants, on appelle ça les fils de roi, qui géraient les petites entités, mais qui ne pouvaient pas être les Domoubourg, mais ils ne pouvaient pas être rois. Mais par contre, ils se mariaient, eux, avec des Guelewaresses. Et c'est pour c'est comme ça, voilà, c'est pour ça, voilà, et c'est pour ça qu'on dit aussi, chez le Sérère, le fils du roi n'est pas roi, mais son fils va le devenir. D'accord. Le fils, il sera juste un prince, il ne peut pas prétendre au trône. Oui, mais sauf que puisqu'il va se marier avec une Guelewaresse, donc l'enfant de ce fils-là, le petit-fils du roi, va être roi. Oui. Voilà. Oui, on comprend aisément. Tout à fait. Là, on le comprend aisément. D'accord, d'accord. Donc, on comprend mieux cette organisation-là, qui sera aussi une organisation qui va décliner vers la politique, qui fait que donc les Domoubourg, c'était eux qui géraient tout ce qui est administration. Tout à fait. Donc, ils étaient toujours dans le clan royal et tout. Et maintenant, la société, il y a les clans qui seront plutôt professionnels, d'après les livres. Tout à fait. Donc, on peut prétendre que la société sérère n'a jamais été une société caste où on comprend nettement que c'était juste un métier. Tout à fait. Vous avez parfaitement... vous avez bien lu le livre parce qu'effectivement, parce qu'en plus, les castes, contrairement, c'est ce que d'ailleurs explique Pathé Diagne, très très bien, les castes, c'est quelque chose qui a été importé chez les Sérères. C'est les populations voisines qui ont importé les castes et les Guelewar aussi, les Nyanko qui sont venus donc de... Mais les Sérères n'étaient pas. Et donc là, on a vu que les castes avaient très peu de signification chez les Sérères. C'était plus une question d'organisation de métier. Et quand on remonte même à l'origine des castes... Tout à fait. Et quand on remonte à l'origine vraiment des castes, en Afrique, je ne parle pas d'Inde, tout ça, parce que c'est vraiment différent. Mais en Afrique, les castes, c'était plus une question de métier, d'organisation de métier. D'accord, d'organisation économique. Il y avait les cordonniers qui devaient s'occuper de ça. Il y avait les laoubés, il y avait etc. Mais c'était plus ça et il y avait pas... Sauf que par rapport aux laoubés, vous avez dit qu'ils n'étaient pas intégrés comme des Sérères. Tout à fait.
mais au fait des artisans du bois. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que les Laobé, ils sont arrivés ici alors que les autres artisans, ils sont arrivés avec les Gelawar. D'accord, c'est là la différence. C'est ça la grande différence, tout à fait. D'accord, d'accord, d'accord. Là, je comprends mieux, je comprends mieux. D'accord. Et donc, quiconque a une organisation politique a forcément une organisation économique. Tout à fait. Et donc, on voit que le Serer, il est plutôt agro-pastoral, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage et tout. Et il y a eu un mot que j'ai eu le plaisir de voir dans le livre qui revenait, la thésaurisation. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi ce choix-là, d'après vous, dans cette société-là? Parce que, comme je vous ai dit, c'était une société qui était centrée sur elle-même. D'accord. Et ce qui est important, et d'ailleurs ça se voit même dans l'histoire, dans le mariage, tout ça, c'était quoi la richesse du Serer? C'était la terre et le troupeau. Et le troupeau, oui. Et même dans ce qu'on appelle les mariages préférentiels, parce que quand j'ai dit mariage préférentiel, c'était entre cousins, mais cousins, il faut le voir, la parenté chez les Sérères... L'endogamie, enfin, ça veut dire... Oui, oui, parce que la parenté chez les Sérères, il faut le voir dans le sens classificatoire. Classificatoire comme le prétendait chez les Iroquois, comme le dit Lévi-Strauss chez les Iroquois. C'est-à-dire, vous le savez, c'est pareil chez mes esclaves Diola, d'accord. Je vous l'accorde. Voilà. Je vous l'accorde pour l'émission. Et par exemple, le père, ou plutôt le frère du père, c'est un père. Oui. C'est pas un nom. C'est différent de la parenté descriptive à l'occidental, dans la famille atomique. D'accord. Donc, dans tout ça, tout revenait dans la terrorisation. Le Serer avait tendance à conserver ce qu'il avait, c'est-à-dire tout ce qu'il produisait devait rester dans la famille. D'où cette terrorisation de ses biens. D'accord, qu'il s'agit du troupeau, de la terre, tout devait revenir. À ça. Et ce qui faisait que toute l'organisation économique aussi était basée sur ça. Surtout avant l'arrivée des Gelawar, même avec les Gelawar. Oui, tout à fait, parce que les Gelawar se sont sérérisés, donc ils ont pris tous ces aspects culturels et ce qui faisait que le Serer se suffisait de lui-même. Et d'ailleurs, quelque chose d'extrêmement important, vous n'avez pas vu, et j'ai vraiment parcouru, j'ai lu énormément pendant toute la durée du royaume du Sine, le Sine n'a jamais attaqué un autre royaume. Oui. Le Sine n'a fait que se défendre contre les envahisseurs. Il se suffisait largement et ne cherchait pas à atteindre. Tout à fait. D'accord. 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 Donc, on voit aussi la force de l'oncle. Tout à fait. De l'oncle, c'est-à-dire le frère de la mère. Et même quand on le voit dans le Serer moderne, quand il appelle son oncle Tokor, ce Tokor-là, on voit le respect. Et aussi au fait, tout le rendu à cet oncle-là qui était le symbole au fait de la famille et tout. Et en lisant jusqu'à la fin, j'ai vu quelque part où la femme travaillait avec ses enfants et reversait à l'oncle qui était le gardien. Comment se passait ceci? La femme, elle est dans la famille de son mari et maintenant elle travaille avec ses enfants. Il y a une part qu'elle va donner à son frère. Oui, parce que ça, c'est une réelle déconstruction. Tout à fait, parce que la femme avait cette autonomie dans la société Serer et c'est bien, et avait toujours cette séparation entre les deux familles. Et l'oncle, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certes le pouvoir gérontocratique, d'accord, ce pouvoir de l'aîné, oui, et le fait qu'il y avait toujours le sang, d'accord, parce que le sang se transmettait toujours de façon utérine. Donc, l'oncle, mon oncle et moi avons le même sang, d'accord. Donc, parce que le sang, je le perdais à travers la lignée paternelle, mais tout revenait à la lignée maternelle. Et donc, la femme avait toujours, puisqu'elle avait cette autonomie, il fallait toujours qu'elle préserve ses acquis, qu'elle préserve ses biens, tout ce qu'elle produisait revenait à sa famille et sa famille c'était qui? Mais ça c'est intéressant. Bien entendu. Ça c'est intéressant. C'est aussi pour revoir la condition de la femme dans la société africaine. Parce qu'on a tendance à penser qu'elle a toujours été lésée. Mais quand on lit ce livre par rapport à la société sérère, on voit que la femme était vraiment au centre. Bien vrai que c'était une société assez égalitaire, mais la femme a toujours eu sa place. Ça, je vous l'accorde, et je dis souvent que la femme était le barycentre de la société sérère. Et tout revenait. Et d'ailleurs, même dans la lignée paternelle, si vous regardez bien, la garante de la lignée paternelle, c'était la Badiane. La Badiane, oui. Badiane Moy Bay. Badiane Moy Bay. Ah, vous avez parfaitement.
Voilà, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Donc, tout revenait à la femme, que ça soit du côté maternelle, comme dans la lignée maternelle, comme dans la lignée paternelle. Parce que tout revenait à la badienne ou tout revenait au... Ouais. Donc, l'organisation économique du Sérère a connu une évolution, certes, mais une évolution où on peut dire que les Guelwaars se sont vraiment plus sérérisés. Et donc, ils ont continué ce que les Sérères avaient toujours essayé de faire, c'est-à-dire tout était centré sur le matriclan. Et donc, en tout cas, le Sérère, il se suffit. On peut retenir cela tout à fait. De ce chapitre-là, que le Sérère a toujours été cet homme-là très travailleur que l'on connaît aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Je ne vous jette pas des fleurs. Malheureusement, c'est la réalité. Il faut que l'on l'avoue, plutôt. Et donc, ce Sérère-là aussi, il y a aussi des idées reçues par rapport aux religions qu'on pensait polythéiques et tout, alors que quand on parle de Roxen, on voit que c'était un seul Dieu. Ils croyaient en un seul Dieu, au monothéisme et tout. Est-ce que vous pouvez revenir sur le Sérère et la religion? Avec plaisir, parce que c'est aussi une partie qui m'a beaucoup impressionné. Parce que bien entendu, comme tout le monde, j'avais appris que voilà, en Afrique, on était des animistes. Des polythéistes, on croyait en plusieurs dieux. Je connaissais même pas, j'avais même pas le sens profond des Pangol. Je pensais que des Pangol, c'était des dieux, etc. Et je me suis rendu compte, à travers mes recherches, et puis la rencontre de beaucoup, comme Issa Laye Thiaw, de beaucoup de chercheurs, de sérérologues comme Issa Laye Thiaw, que finalement, en Afrique, dans les sociétés négro-africaines, l'unicité des dieux n'a pas été quelque chose d'emprunté. C'était quelque chose qui existait depuis longtemps. Et ça remonte de l'Égypte antique. D'accord? Quand on remonte, même quand on regarde, quand on étudie bien l'histoire de l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique, on se rend compte que le dieu Ra, c'était le dieu unique. Et chez les Sérères, Roxem, c'était un dieu unique. Un dieu unique, certes, qui n'était pas, je veux dire, on n'avait pas la même conception de ce dieu-là que dans les religions abrahaïques. Mais c'était un dieu unique qui avait créé la terre, qui avait créé le monde, l'univers, et qui était androgyne, quelque part. D'accord. Et la religion, j'ai trouvé l'expression de Issa Laye Thiaw très juste, Fatrok, la voix de Dieu. La religion sérère, c'est le Fatrok. Ils appellent ça la voix de Dieu. Et ce Dieu-là n'avait pas forcément les mêmes disons, caractéristiques que les autres dieux, et ce que l'on trouve d'ailleurs dans les autres sociétés, chez les Yola, chez les Yoruba, tout ça. Et c'est quelque chose de très fort et qui nous permet de comprendre que le reste des religions abraïques, si tu voulais, c'est une continuité. On est dans une sorte de continuum, d'accord? Et qu'on n'était pas les polythéistes comme on nous a décrit, des animistes, non. Par exemple, quand on allait voir les Pangol, ce n'étaient pas des dieux, c'était juste des intermédiaires ou des représentations. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et il faut vraiment, j'invite les gens à aller voir et à aller découvrir à travers mon livre, à travers d'autres aussi écrits, parce qu'il y en a aussi qui existent. Dommage que ça reste encore assez, on va dire... il faudra que nous écrivons nous-mêmes notre histoire. Tout à fait. Et d'ailleurs, comme je dis souvent, il y a une anecdote que j'aime souvent raconter. Une fois, il y a un jeune homme qui est venu dire à son grand-père, d'accord, sage du village, mais grand-père, dis-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dans l'histoire qu'on me raconte souvent, on me dit toujours que le lion, c'est l'animal le plus fort. D'accord? Il y a tous les animaux ont peur de lui, etc. Et chaque fois que le chasseur revient, me dit qu'il a terrassé le lion, il a tué le lion. Je ne comprends pas comment un tout petit chasseur peut chaque fois tuer un lion. Et le grand-père réfléchit et il lui dit, non, c'est parce que cette histoire a toujours été racontée par le chasseur. Le jour que le lion racontera son histoire, on aura une autre version. Voilà. Exactement. En tout cas, nous sommes rattrapés par le temps. Et comme on le dit quand déjà? On parle... Oui. Et c'est trop dommage, c'est trop dommage. Mais moi, je terminerai par
cette expression-là de la page 166, quand vous dites « tout vient de Dieu », mais Dieu ne fait pas tout. Tout à fait. Et ça fait partie de l'idéologie sérère. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous autres, pour que l'on puisse bien comprendre la profondeur de cette expression? Tout à fait. Ça traduit la différence, par exemple, qui existe, une des différences fondamentales qui existent entre Fatrok, cette religion sérère, et les autres religions, parce que c'est surtout dans les rapports humains. D'accord. Dans la religion sérère, Dieu n'intervient pas dans les rapports humains. Il laisse les êtres humains se débrouiller tout seuls. Certes, c'est lui qui est le créateur, mais il laisse les autres se débrouiller, il les laisse avec leur intelligence, avec leur capacité de discernement. Il dit aux hommes, je vous ai créé, débrouillez-vous. Aide-toi et le ciel t'aidera. Tout à fait. D'accord. En tout cas, ce fut un réel plaisir de nous entretenir avec vous. Un réel plaisir d'avoir parcouru ce livre très sincèrement. On a une déconstruction totale des idées reçues depuis toujours, de la société sérère, de la société africaine de manière générale. Et ce fut en tout cas un très bel apport par rapport à mes connaissances. Je vous en suis très reconnaissante. Et si vous avez à donner votre mot de la fin, surtout par rapport, quelle est la cible en fait? Qui inviterez-vous à s'approprier de ce magnifique livre? C'est une question très difficile, une question piège. Mais non. une question piège à laquelle je répondrai très modestement en disant c'est peut-être cette jeunesse qui est victime de ce triptyque mortifère que j'appelle la victimisation, le misérabilisme, la commisération. Tous ces gens, toute cette jeunesse qui passe son temps à se victimiser, à attendre, à pointer les autres. Non, je dis non. Allez-y. Vous avez des valeurs sur lesquelles vous pouvez vous fonder, Vous avez un passé très riche. Il suffit juste de l'apprendre, de lire et de partir de là et enfin épouser ce que Senghor appelait l'enrichissement et l'ouverture. Et comme ça, le monde, il est à vous, il vous appartient. Et à vous de le construire. N'attendez personne d'autre pour le construire à votre place. D'accord. Et c'est sur cette note-là qu'on va terminer cette émission. Malheureusement, très courte à mon avis. Ah oui, moi aussi, je trouve. Il y a tellement de questions qui sont là, qui sont en train de... Voilà. Mais bon, comme le Niwara Wolof, le Nier Dodoy. Et donc, j'ai bien apprécié la dernière note comme, au fait, n'attendons rien de personne. À partir de nos valeurs, de notre histoire, on peut vraiment soulever des montagnes. Merci. Merci et à très bientôt, chers internautes. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.